Ce podcast vous est présenté par Climatisation Paquette qui vous offre les produits Move Air, la marque la plus fiable selon Protégez-vous. Climatisation Paquette, c'est la vente, l'installation, la réparation de systèmes de climatisation et de chauffage. C'est la vente de produits Move Air, c'est des nouveautés et on offre désormais le service nettoyage de conduits de ventilation. C'est l'entretien d'aérothermes au gaz naturel fait par des techniciens certifiés. C'est ça, Climatisation Paquette. Voici un podcast original de Boulevard 102.1. Les grands événements de Québec. Vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Une série consacrée aux événements qui ont marqué l'histoire de la ville de Québec avec Denis Gravel. On revisite un moment clé avec des témoins et acteurs de première ligne afin de comprendre ce qui s'est passé et comment ces événements résonnent encore aujourd'hui. Mon nom est Denis Gravel. Bienvenue dans ce podcast de la série des grands événements qui ont marqué Québec. Si je vous parle du sommet des Amériques de Québec, probablement que la première image qui vous vient en tête, c'est celle d'un mur. Bien avant que Roger Waters vienne nous faire de wall sur les plaines d'Abraham, il y a eu le mur du sommet des Amériques qui s'est déroulé dans la ville les 20, 21 et 22 avril 2001. Une rencontre qui réunissait 34 chefs d'État qui avait pour objectif de faciliter les politiques de mondialisation et de libre-échange. Et qui dit rendez-vous des grands chefs dit manifestation. Des mesures sans précédent de sécurité qui avaient été mises en place dans la ville de Québec qui ont coûté près de 160 millions de dollars au gouvernement fédéral. Et la clôture de sécurité qu'on a installée, le mur, 3 mètres de haut, 3,8 km de long pour créer un périmètre de sécurité dans la zone où se trouvent les chefs d'État. Mais dans la zone où se trouvent des chefs d'État, se trouvent des citoyens, se trouvent des commerces, se trouve du monde, se trouve Agnès Maltais. Madame Maltais, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, même si tu me rappelles un des plus horribles souvenirs de ma carrière politique. C'est à ce point-là? Ah, c'était l'enfer. J'étais torturée, j'étais ministre d'un gouvernement qui était responsable de rien puisque c'était le fédéral qui organisait le sommet des Amériques. Oui. Et j'habitais à un coin de rue, moi, de la clôture. J'y habite encore. Dans le coin du Grand Théâtre? Dans le coin du Grand Théâtre, je suis à un coin de rue. Fait que vous l'avez vécu comme ministre puis vous l'avez vécu comme résidente. Et comme député, parce que pendant ce temps-là, il y a des citoyens, dont des manifestants, qui comptaient sur moi, des commerçants qui comptaient sur moi. Ah, c'était l'enfer. Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez entendu parler du sommet des Amériques? Puis déjà là, est-ce qu'on sentait que ça allait être problématique ou on se disait juste « Hey, c'est une belle opportunité, on va recevoir les grands dirigeants, puis Québec va briller, puis... Conseil des ministres. Oui. On apprend, on le savait que le sommet des Amériques se tiendrait là depuis un bout de temps, mais là, on commençait à parler des préparatifs. Puis c'était entre autres deux surtout qui géraient le dossier. Louise Beaudoin était ministre des Relations internationales. Mm-hmm. Donc, discutait aussi avec le Canada sur la place que le Québec prendrait. Oui. Et il y avait Serge Ménard qui était ministre de la Sécurité publique à l'époque, je pense. Oui. Et c'est lui qui discutait avec la GRC et la Ville de Québec. Mais unir 3 forces de police, je peux vous dire qu'on le savait d'avance, que ce serait très compliqué. Ces gens-là, ça se fait pas confiance. Mm-hmm. Ça se parle très peu. Puis là, il fallait les asseoir autour d'une table. Entre les corps policiers, là, vous dites. Entre les corps policiers, oui. Ouais. La SQ a déployé près de 55 % de ses effectifs à Québec pour la durée du sommet. Après les 3 jours, c'est 447 arrestations, une trentaine de policiers blessés. On dit que les dégâts se sont limités à environ 50 000 $, essentiellement des vitrines fracassées, des immeubles à nettoyer au jet d'eau. Le Soleil qui rapporte que 5000 grenades lacrymogènes ont été lancées par les policiers. La violence des manifestations, tout le monde la craignait. Est-ce qu'on l'avait vu venir à ce point-là? Je pense qu'il y a eu une espèce d'escalade entre les forces policières qui se sont craquées, particulièrement la GRC, parce que je parlerai après ça des pourcentages de bombes lacrymogènes lancées. Oui. Et les manifestants, parce qu'à l'époque, il y avait 3 types de... Il y avait les 3 types de manifestants. Il y avait les grandes organisations syndicales, tout ça, qui étaient contre la ZLEA. Mm-hmm.
Parce qu'à côté, il y avait un sommet des peuples. Oui, ça, c'était en Basse-Ville. C'est en Basse-Ville. Le sommet des peuples, normalement, il suivait le sommet ça. des grands, puis c'était des manifestations qui s'organisaient. C'était des discussions. C'était des échanges, des discussions et une manifestation. Tu avais un syndicat, tu avais le sommet des peuples qui rassemblait plus des citoyens, des organisations communautaires. Mais l'idée c'était d'être pacifique puis d'être entendu pendant le sommet, c'est ça? C'est ça, d'avoir un autre discours. Ouais. Et tu avais le Black Bloc, les manifestants plus radicaux. On savait-tu qu'ils existaient, eux autres? Oui. Avant le sommet des Amériques. Au niveau du gouvernement, de la sécurité puis tout ça, c'est pas un mot qu'on a inventé pour être trendy pendant une fin de semaine, là. Non, ça existait. Ouais. Ça avait commencé déjà dans d'autres rencontres du sommet des Amériques, avec d'autres grandes rencontres internationales. Et l'idée, c'était de carrément, la forme de protestation, c'était d'essayer d'empêcher les discussions autour des zones. Dans les manifestants pacifiques, puis dans les regroupements pacifiques, est-ce qu'on essayait de collaborer avec les forces de l'ordre pour identifier les gens du Black Bloc, puis essayer de faire en sorte que tout se déroule bien, où on se disait, ben le monde sont en colère, on s'en lave un peu les mains, puis ils s'organiseront avec les dégâts. Comment on essayait parce qu'on voyait ça venir un peu? Oui, mais attends, au départ, il faut vraiment remonter au départ. Tu as un ballet diplomatique. Oui. Qui est mené par le fédéral et d'où le Québec est complètement exclu. Au point que pour réussir à faire exprimer qu'il était peut-être les dirigeants des Amériques étaient invités dans une culture différente, sur une nation québécoise au Québec, on est obligé de payer pour faire mettre une banderole devant l'Assemblée nationale et le Centre des congrès parce qu'on était complètement exclus. Les gens, ils venaient au Canada. Dans une zone anglophone, puis la force policière en ordre qui était responsable de l'ordre, c'était la GRC. Nous autres, on n'était pas là. On a réussi de force et de misère à faire inviter M. Landry à quelques réceptions protocolaires. Mais Bernard Landry, qui était fraîchement premier ministre. Fraîchement premier ministre. Lucien Bouchard venait juste de partir. Oui, mais il y avait quand même... Une grosse année, 2001, hein? Oui. Tabarnouche. On pense rien qu'au 11 septembre, mais quand on revient sur nos événements, nous autres, ça a été une très grosse année. Ben oui. Puis mais M. Landry avait quand même une grande expérience de relations internationales. Il avait été vice-premier ministre. Il y avait une longue expérience gouvernementale. Donc, c'était pas gênant de l'inviter, mettons, mais ils l'ont invité à une réception. Mais pour dire souhaiter la bienvenue, prendre la parole, non, il y en était hors de question. La notion de Québec était complètement évacuée. Donc, c'est difficile de faire une espèce de marketing, une promotion au fait de vous êtes à Québec, au Québec, quand tu es complètement évacué de l'image. Fait qu'il y avait le ballet diplomatique. Mais à côté de ça, les discussions entre les forces policières étaient très difficiles. La GRC était convaincue que ce serait la révolution à cause du Black Bloc qui serait attaqué. Les discussions autour de la barrière, c'était épouvantable. Moi, je sais parce que j'étais en plus la députée de Tachereau. Oui. Donc, heureusement, Serge Ménard me tenait au courant d'à peu près tout ce qui se passait parce qu'il me respectait beaucoup. Puis justement... C'est arrivé quand le mur, ça? Ah, c'est arrivé dès le début. Dès le début? Dès le début. On a réussi même à le circonscrire un petit peu, mais la GRC était, excusez-moi, complètement folle. Là. Ils étaient obnubilés par le Black Bloc et il fallait complètement enfermer les participants au centre des congrès. C'était la seule façon de les protéger. Dans leur tête. Mais plus tu ériges un mur devant des manifestants, plus tu les incites à vouloir l'abattre. C'était une game de pas game. C'était une game de dire pas game de venir essayer de faire tomber mon mur. Ouais. C'était une déclaration de guerre pas habile. Oui, puis en plus, comme tu es d'un centre-ville, ce qu'ils n'ont plus jamais fait après, rappelez-vous... Ça a été la dernière fois? Oui, après ça, ils sont allés, je pense, dans l'ouest, dans une zone incroyable en pleine forêt, le coup d'après. Puis après ça, rappelez-vous, dans Charlevoix, il y avait une petite zone de manifestation très circonscrite, mais ils sont allés dans Charlevoix parce que t'as pas d'accès, c'était très difficile comparé au centre-ville de Québec. Tu es en pleine zone résidentielle. Moi, là, j'ai passé la fin de semaine avec des serviettes dans le bas de mes portes
pour être sûr que l'air rentre pas. Puis quand je suis revenu à la maison, ben ça sentait le gaz. Vous avez quitté pendant la fin de semaine. Est-ce que tous les résidents avaient quitté à l'intérieur du périmètre? Non, les gens, c'est leur maison. Les gens sont restés là. Ils sont pas pour se payer une chambre d'hôtel qui, de toute façon, était à l'intérieur du mur. Oui, c'est ça. C'est pas fou. Hein? Non, il y en a ceux qui pouvaient partaient. Moi, je suis resté, mais j'ai pas dormi la nuit parce que je voulais pas être au centre des combats. Parce que c'était des combats, c'était de la bataille. Comment on avait acheminé l'information aux résidents du secteur, puis comment ça a été reçu? Écoute, dans les médias, beaucoup. C'était des dessins, là, tout ça. Il y avait eu des communications. La Ville essayait de s'en tirer, elle aussi. La Ville de Québec était très correcte là-dedans. Elle essayait de s'en tirer. C'était le maire Lallier, à l'époque? Oui, qui lui aussi trouvait que ça n'avait pas de bon sens, que tout était à sa charge. Les commerçants sont tombés à terre quand ils ont vu le mur, la palissade. Tu disais tantôt que ça a coûté juste 50 000 là. De dommages? De dommages, ouais. Mais c'est parce que ça compte pas ce que ça a coûté aux commerçants. Moi, je connais encore aujourd'hui des commerçants qui n'ont jamais été remboursés pour leurs pertes. Non, c'était impossible. Puis parce qu'ils étaient juste en dehors du mur. Mais ils ont reçu la boucane, ils ont reçu le barda. Ils ont reçu les manifestants, la boucane, le barda. Ils ont reçu le gros des dommages, dans le fond. Oui, mais puis en plus, c'était très, très, très restreint ce qu'ils pouvaient demander après. Donc, la bataille autour du mur a été longue. On a comme créé une tension généralisée. Premièrement, parce que ça collaborait pas entre les paliers de gouvernement. Deuxièmement, parce que ça collaborait pas beaucoup entre les corps policiers. Puis troisièmement, j'imagine, parce que les résidents du secteur et les commerçants du secteur, apprenaient à petite semaine dans les médias, bon, le mur va être là, tassez-vous pas, mais le mur va être là pareil, puis ainsi de suite. Mais ça collaborait entre les niveaux de gouvernement, dans le sens où on voulait collaborer. Oui. Mais c'était pas pour la Ville de Québec et pour le gouvernement du Québec. C'était pas de nos affaires. C'était le fédéral. C'était Jean Chrétien à l'époque. C'était son show. Alors, c'était très difficile. L'autre chose, c'est que les forces policières essayaient de collaborer. Mais c'est pas les mêmes techniques d'intervention. C'est pas la même vision d'une manifestation. Ici, de sa colline parlementaire, j'en ai vu passer des manifestations, moi, dans ma vie. Ça fait 40 ans que je vis dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Mais jamais j'ai vu installer des choses comme ça, des rangées de policiers casqués, armés, qui lançaient du gaz lacrymogène dans les rues résidentielles. Si vous avez jamais vu d'image du sommet des Amériques puis que vous êtes des résidents, des résidentes de Québec, allez fouiller un peu sur Internet. C'est surréaliste de voir les scènes de combat puis les scènes d'affrontement avec le mur, les manifestants qui garochent des pierres, des briques, puis ainsi de suite, les escouades de la GRC, les escouades anti-émeutes, puis tu vois le grand théâtre à côté, puis tu te dis, hey, c'est pas à 1200 km de distance, là, ça se passe en plein cœur de notre ville, de notre patrimoine, puis oui, c'est arrivé, puis ça a brassé pas mal, mais en même temps, je regarde, et c'est peut-être là qu'on a décidé vraiment de s'éloigner des villes, mais 3 mois plus tard, après le sommet des Amériques, il y a un sommet semblable qui s'est déroulé du côté de l'Italie, qui a débouché sur la mort d'une personne, 600 blessés à Gênes. Exact. Oui, je m'en souviens très bien. Vous avez la bonne réponse. 750 $ pour Madame Maltais. 10 millions de dollars de dommages à l'époque. Oui, les Italiens, quand il s'agit d'être radicaux, sont un peu plus raides que les Québécoises, qui sont en général de bonne nature. Ouais. Mais tu vois, moi, j'habite dans le quartier, donc je faisais mes courses et j'étais députée, donc je connais à peu près tout le monde des organismes communautaires, tout le monde des syndicats. Alors, je suis allée me promener, moi, dans la rue Saint-Jean, là où la majorité des manifestants se réunissaient après des batailles, mettons, ou pendant les batailles, pour voir un peu de quoi avait l'air la rue, les commerçants, les gens. Puis? Étonnamment, la rue était très tranquille. Ce qui était intéressant de voir, c'était de voir comment les citoyens et les commerçants étaient plus empathiques auprès des jeunes que scandalisés devant ce qu'ils faisaient. Il avait été échaudé? Non, il était empathique. Il comprenait les jeunes. Il disait, c'est notre jeunesse. Il ne comprenait pas les manifestants agressifs. Ouais, le Black Bloc évidemment. et tout ça.
Mais étant donné qu'il y avait des gaz, que les jeunes sortaient de là gazés, ceux qui allaient un peu manifester, même pacifiquement autour de la muraille, ou même qui passaient à côté de la muraille, étaient gazés. Il s'est lancé, 5000 gaz lacrymogènes cette fois-là. Et alors, les commerçants mettaient des grands bacs d'eau à leur entrée, puis permettaient aux jeunes de se rincer dès qu'il y avait des gaz lacrymogènes. Il y avait une espèce de sentiment de partage d'un moment difficile. Et les gens n'étaient pas du tout agressifs. Moi, c'est drôle parce que le gouvernement avait exigé que je me promène avec 2 gardes du corps. OK. Mais je leur avais dit, tenez-vous loin, là, parce que moi, il n'y a personne qui va me toucher. Je m'entends bien avec les gens, inquiétez-vous pas. Puis effectivement, je me promenais à travers tout ça. Ils me suivaient, puis... avec 2 bodyguards, c'était une première, ça, dans le temps? Oui, c'était une première. Pour moi et pour beaucoup. D'habitude, c'est quand tu as le ministre de la Sécurité publique ou de la Justice d'une guerre de motards qui a ça. J'étais pas mal dans une guerre, mais pas de motards. J'essaie de comprendre un peu, parce que moi, mes souvenirs de ça, puis c'est vrai qu'il y avait une espèce de défiance dans la façon d'amener les règles du jeu pendant le sommet des Amériques. Ici, il y a un mur, vous venez pas manifester. Sans ça, il va y avoir des affrontements. Vous autres, vous restez dans pataugeuse en bas, au sommet des peuples. Si vous avez des choses à dire, si vous voulez faire des manifestations pacifiques, c'était en bas, le plus loin possible du périmètre. Évidemment, dans le contexte où tu ériges un mur, puis que tu dis, bon, ben vous autres, vous allez jouer à la table des petits, c'est sûr qu'il allait y avoir du monde qui allait monter en haut, là. Oui, puis le mur était érigé près du Grand Théâtre, avant le Parc des Amériques. Oui. Donc, c'était normalement un espace prévu pour accueillir les manifestations. Les manifestants, normalement, pouvaient venir là. Sauf que les manifestants dans ce coin-là étaient tellement violents que c'est devenu invivable et c'est là que la guerre a pris. Moi, je suis montée au centre de commandement en haut, au complexe G. OK. Puis c'est des vitres assez épaisses, c'est des doubles vitres. Ouais. J'ai vu la première des 2 vitres traverser par une balle de je sais pas quoi, de golf ou de plastique, je me l'ont dit à l'époque, mais c'était tiré par un manifestant. Puis j'étais au 10e étage, je pense. Hein? Là. Non, ça jouait dur, ça se blessait, ça se faisait mal. C'était pas sympathique du tout, ni d'un bord, ni de l'autre. Est-ce qu'on a compris par après c'était qui? Les gens qui voulaient la casse absolument, puis c'était quoi l'objectif derrière tout ça? Oh, le Black Bloc, c'est un rassemblement anarchiste. Alors, si tu peux comprendre, tu peux trouver des individus, mais c'est difficile de trouver un regroupement. C'est très anarchiste. Il n'y a pas de chef là-dedans. Il y a des petits regroupements, là, mais on les voit moins, sont un peu éliminés. Puis je pense que ce qu'on a compris surtout, c'est la façon de réprimer les manifestations n'était pas la bonne. Les courses échevelées dans la nuit à lancer des gaz lacrymogènes après des manifestants en plein quartier résidentiel, qui fait que les gens pouvaient recevoir des gaz lacrymogènes dans leurs maisons. Les personnes gazées à l'intérieur obligées de sortir, le nettoyage des maisons après, parce que les policiers se sont pas contentés de restreindre les manifestations à l'endroit où il pouvait y en avoir. Ils sont partis en chasse. À la chasse, oui. À la chasse. Et là, ça a débordé, parce que là, c'est tous les résidents des alentours qui ont été complètement traumatisés par les événements. Fait qu'on blâmait tout le monde. Moi, je me souviens, je blâme encore tout. Et la GRC, surtout. Oui. La SQ, parce qu'ils ne se contrôlaient pas non plus. La Ville de Québec était pas pire parce qu'ils sont habitués à gérer les manifestations. Puis je blâme les Black Blocs et autres qui étaient des manifestants violents. Là. Madame Maltais, à votre souvenir, est-ce qu'il y a eu d'autres scénarios sur la table de stratégie et de sécurité où on aurait pu faire les choses autrement puis éviter l'escalade, où c'était une fatalité parce que dans son concept, le sommet des Amériques traînait ça avec lui? C'était une fatalité. Je pense que la violence a été exacerbée par le concept de barrière infranchissable. C'est comme devenu essayer de nous attraper pour voir. Et les jeunes ont répondu « Attends un peu, toi, on va te montrer. » Non, c'est ça. Ils ont brisé. Je ne sais pas si les gens le savent, mais ceux qui ne savent pas l'histoire, c'est que les manifestants ont tellement travaillé fort qu'ils ont réussi à ouvrir la barrière. Ils ont fait une brèche. Ils sont rentrés en dedans, puis là, ils ont arrêté.
C'est ça qui est incroyable, parce que j'étais là aussi. Ils sont vraiment... Ils ont jeté à terre la barrière et ils ont arrêté. C'est sûr qu'il y avait un autre mur de policiers qui attendait, mais il aurait pu continuer. Ils venaient de gagner. Puis c'est comme si le symbole du mur venait de tomber et ils se sont retirés. Le but, c'était de sacrer le mur à terre. De sacrer le mur à terre. Le mur n'a pas d'affaire là. Voilà. Et moi, je pense qu'il y avait beaucoup de ça à l'époque. Beaucoup de ça. C'était comme... Il avait gagné la guerre contre la police. Puis c'était... mais après, évidemment, ça repartit. Là. Le 20 avril, l'avion présidentiel, le Air Force One, se pose sur la piste d'atterrissage de l'aéroport Jean-Lesage à Sainte-Foy à 12h45. George W. Bush a été accueilli à sa descente d'avion par le maire de Québec, Jean-Paul Lallier, la mairesse de Sainte-Foy, André Boucher, c'était avant les fusions, le ministre fédéral Alfonso Gagliano et la ministre québécoise Agnès Maltais, qui était également présente. Avez-vous parlé à M. Bush? Je ne sais pas qui a écrit ça, mais c'est pas Bush que j'ai accueilli. Non? Non, Okay. c'est son vice-président, le général. Je cherche son nom, là. Mais à mon souvenir, c'était pas Bush. Mais peut-être je me trompe. Mais j'en ai accueilli 2 d'abord. OK. Qu'est-ce que vous faisiez là? Qu'est-ce que tu veux? J'étais la ministre qui vivait à Québec. Ah, OK. OK? Donc, j'étais tout le temps disponible. Oui. Louise Baudouin, je dirais, Louise et moi, on se faisait confiance. C'est elle qui m'a demandé d'accueillir les... OK. Aussi, je suis une ministre de la Culture, ancienne ministre de la Culture. À l'époque, je venais juste de passer aux services sociaux. Donc, j'étais sortable. Là, tu sais, j'étais une ministre de niveau assez élevé pour accueillir un chef d'État. Aviez-vous l'impression que dans ce décorum-là, c'était comme, ah bon, là, ça prend un représentant des Premières Nations, on va le mettre là, ça va paraître, puis là, ils pourront pas dire que le Québec n'a pas été impliqué. Non, on n'était pas là-dedans. C'était, on recevait le call. Moi, j'ai reçu le call genre 3 heures avant, tu t'en vas accueillir... un tel... Hein, quoi? Moi? Oh non! Mes commettants vont dire, toi, t'as accueilli George Bush. Ben oui! Parce que j'étais la députée de toute cette force de manifestation-là, si tu veux, au centre-ville. Alors, non, je l'ai fait avec... Quand tu représentes l'État québécois, tu le représentes. Puis tu mets ton beau petit costume, tu vas serrer la main du monsieur, puis tu lui dis « Bienvenue au Québec ». Puis tu le dis en français pour qu'il comprenne qu'il est ailleurs, si possible. Avec du recul, est-ce que on aurait dû se battre pour que le sommet se tienne ailleurs? Ou on avait comme pas le choix de saisir l'opportunité puis de faire avec? On aurait dû... Ben, il aurait fallu que la Ville de Québec se batte pour ne pas le recevoir. Parce qu'à l'époque, je suis pas sûr que M. Lallier était contre au départ. Ben, en même temps, il faut comprendre, là. Tu remplis tes chambres d'hôtel. Ben oui. Avant de voir un mur puis des manifs dans ta tête, tu te dis les plus grands dirigeants du monde s'en viennent à Québec. C'est une opportunité de faire briller la ville. Tout à fait. C'est une opportunité probablement de créer des contacts aussi. Ça peut être bon pour la politique, ça peut être bon pour la business, puis ainsi de suite. Ben, normalement, politiquement, c'est une occasion de rencontre et de discussion qui t'amène ensuite à faire des partenariats d'affaires et tout. Sauf que la ville était évacuée, puis on était évacués. Donc, oublie ça, les feux. Non, c'est après que je me souviens très bien que tout le monde se disait « Quelle erreur! » Et puis, je pense que Lallier avait dit à l'époque, avoir su, j'aurais pas accepté que ça se passe à la Ville de Québec ou j'aurais pas déroulé le tapis rouge, parce que... Ça a été 3 journées assez spéciales, puis de ce que je me souviens, puis vous allez être en mesure de me le dire, l'odeur des lacrymogènes, puis l'aftermath de ça, ça a quand même duré un certain temps aussi. Là. Oui, ça a duré un certain temps. Bon, évidemment, les gens en avaient chez eux. Moi, je l'ai vécu. Ça n'était pas si pire chez moi parce que mes fenêtres sont bien fermées, là, c'est bien isolé, même puis j'avais mis des serviettes. Là. Ouais, vous étiez bien préparé avant de partir. Oui, mais un peu après, peut-être quasiment une semaine après, je suis allée à la soupe populaire des Sœurs de la Charité, qui est dans le Vieux-Québec. Et j'y allais régulièrement, je dirais 1 fois par 3 mois. J'allais faire un tour là. Puis j'entendais dire que ça avait été très difficile pour les itinérants. Parce que quand t'as pas de place pour te cacher, là, puis que ça joue dur comme ça, là, c'est difficile. Puis les policiers, ils faisaient le ménage.
Ils voulaient pas que les gens traînent dans les rues, ils se méfiaient de tout le monde. Ouais. Donc, ça a été la chasse aux itinérants un petit peu. Je me souviens, on faisait la couverture des événements à l'époque, puis il y avait des citoyens qui nous appelaient puis qui disaient « Hey, moi, les policiers m'ont quasiment menacé de me tirer dessus alors que j'essayais juste de retourner chez nous. Là, j'étais pas un manifestant, j'étais pas rien. » Avez-vous dormi, vous, où est-ce que vous restiez? Dans le Grand Théâtre, près du Grand Théâtre? Pas Dans le Grand Théâtre. Maudit beau spot de dormir. Non, je suis partie Non? pour la nuit. OK. Parce que c'était trop bruyant, premièrement. Deuxièmement, les gaz, je voulais pas, ça me tentait pas de subir ça. Je me disais, le moins on ouvre les portes, le moins on ouvre les fenêtres, le mieux c'est. Fait que je suis partie ailleurs. Les résidents qui l'ont vécu, ils vous ont-tu parlé de ça, de ces nuits-là? Mais comme je te disais, je suis allée à la soupe populaire. Je suis arrivée, j'ai fait, mon Dieu, sœur Simone, c'était Simone Voisine, feu Simone Voisine qui la tenait, une femme extraordinaire qu'il fallait connaître à Québec. J'ai dit, Simone, ça n'a pas de bon sens, ça sent le gaz ici. Elle a dit, ben oui. Mais j'ai dit, ouvre toutes les fenêtres au plus vite. Ouvre toutes les fenêtres, c'est invivable. Ça Puis là, sent tu voyais encore. les itinérants, les yeux leur coulaient, le nez leur coulait, mais il y avait faim, ils venaient chercher à manger. Fait qu'on a, à ma recommandation, elle a tout ouvert. Puis j'ai essayé de l'aider à financer, mettons, le nettoyage. Après ça, j'ai fait nettoyer partout. Mais les Sœurs de la Charité n'ont jamais voulu être aidées. Ils ont dit non, on prend soin de notre monde, puis on prend soin de nos bâtiments. Pas besoin de vous autres. Mais ils ont été obligés de faire nettoyer tout. Et j'ai vu l'impact sur les gens-là. Puis là, les itinérants, les gens vulnérables ont commencé à me parler de ce qu'ils avaient vécu pendant ce temps-là. C'était l'enfer pour eux autres. Est-ce que c'est dans ce genre de circonstances-là que la job de député prend tout son sens? Oui. Quand les grands sabots repartent là, vers Ottawa, vers Washington, puis ainsi de suite. Là. Oui, il y avait le travail qu'il fallait faire pour que les gens, aider les gens à réclamer les sous, les programmes, même si dans ce temps-là, je pense que c'était Christiane Gagnon qui était députée fédérale là, qui pouvait faire travailler là-dessus parce que c'était encore une fois, c'était la faute du fédéral. Là, je suis obligée de le dire. D'ailleurs, la première fois que vous dites ça, c'est de la faute au fédéral. Je suis pas sûr d'avoir c'est rare. Ceci dit, il faut dire que sur les gaz lacrymogènes, le lancement de balles de plastique et de gaz lacrymogènes, la GRC a été blâmée après. Oui. Et j'ai eu Serge Ménard m'en avait parlé. Ils étaient les plus rapides sur la gâchette. Ils en ont tiré une quantité, au moins le double, sinon le triple des Québécois. Donc, ils étaient vraiment... Eux autres, ils étaient en guerre. Ils étaient crinqués, puis ils ont crinqué les autres corps de police. C'est ça qui est dommage. Puis c'est parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de ça. C'est drôle parce qu'ils sont endormis après ça à Ottawa quand il y a eu la manifestation des camionneurs. C'est drôle, ils avaient changé d'attitude. Oui, c'est un peu là que je voulais vous amener parce que j'observe c'est quoi les manifestations qu'on a eues après ça à Québec ou ailleurs, puis il me semble que cette façon-là d'interpeller des manifestants puis d'essayer de gérer des manifestations, on n'a plus jamais revu ça ici. On n'a jamais revu ça. Monter des murs comme ça, courir après les gens dans les rues résidentielles, jouer au chat et à la souris avec des manifestants qui, eux, sont habitués à la guérilla urbaine, il faut le dire. Ouais. Ces jeunes-là, là, ça sait comment faire. Là. C'est disparu ensuite. Puis je me souviens que la Ville de Québec, ensuite, quand il y a eu, par exemple, les fameuses manifestations des carrés rouges a été bien mieux organisée puis a travaillé. Bon, elle a fait ses erreurs, mais elle a travaillé vraiment beaucoup mieux que dans ce temps-là. Et tout ça, c'est des expériences qui ont été tirées de ce moment-là. Puis c'est intéressant parce que dans le temps des carrés rouges puis du printemps étudiant, à Montréal, on observait, nous, un certain laisser-aller qui, à Québec, aurait mal passé, je pense, si on avait agi de la même façon. Puis ça me surprend de vous entendre dire qu'à Québec, on avait mieux fait les choses, dans le fond, parce qu'on avait procédé rapidement à des arrestations, puis on dirait que le printemps étudiant, nous autres, nous avait épargnés dans une certaine mesure, peut-être parce que les policiers ont fait juste leur bon travail dans la bonne mesure, sans exagérer ni d'un bord ni de l'autre. Tout à fait. Ils ont vraiment bien travaillé à ce moment-là. Comme je dis, il y a eu des petites erreurs, là. Je ne vais pas dire que ça a été parfait, mais il n'y en a pas. Il n'y a rien de parfait. Ouais. Mais non, ils ont très bien... Mais tout ça vient de l'expérience du Sommet des Amériques. Il y a eu beaucoup de réflexions chez les forces policières après. Entre autres, au Sommet des Amériques, ce qu'ils ont fait, les policiers, c'est qu'ils ont laissé pendant 6, 8, 10 heures, 12 heures, des manifestants dans des autobus
à l'entrée du poste de Oui, police. oui. Ils les avaient parqués là, sans boire, sans manger, sans pouvoir à peu près aller aux toilettes. C'était démentiel. Mais ces gens-là, ils ont des parents, là, ces enfants. C'était des flots. Ouais. Ah non, ça a été... Serge Ménard se tenait les cheveux à deux mains, puis il disait, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On essayait de l'avertir. Mais lui, il allait voir ou il appelait, puis on lui disait, non, c'est pas ça, ça n'existe pas, on les fait juste les mettre en attente. Donc, la communication se faisait pas. C'était extrêmement compliqué. Cette partie-là du plan, il l'avait juste pas élaboré. On pas... les arrête, on les met ça. Là, puis après ça, nous autres, on se concentre sur la suite des événements. Mais il y en a trop arrêté, fait qu'ils savaient plus quoi faire avec. Ils n'étaient pas capables de gérer. Ils n'avaient pas prévu autant d'arrestations. Ils n'étaient pas capables de gérer. Puis c'est drôle, il y avait un individu à l'époque qui s'appelait Jack Sink. Ben oui! C'était le chef des manifestants quasiment. C'était la tête dirigeante. Fait que là, moi, je descendais la rue Saint-Jean avec mes 2 gardes du corps. Uh-huh. Puis je jasais avec le monde. Puis maintenant, il y a quelqu'un d'un organisme qui vient me voir et dit « Hey, Madame Maltais. Oui, j'ai un ami qui est mal pris. On aimerait savoir de ses nouvelles. Il a été arrêté par la police puis on n'a pas de nouvelles. » Je dis « Oui. Êtes-vous capable de vous informer? » Je me suis fait dans ma tête. Bon, je vais appeler Serge. Oui. Dis-moi, comment il s'appelle? Jack Sink. Écris-moi ça. Jack Sink. OK. Fait que là, j'appelle Serge. Hey, Serge, les gens sont inquiets pour quelqu'un. Il s'appelle Jack. Il dit quoi? Jack Sink. T'es pas sérieux? C'est le pire de tous. Puis tout. J'ai dit, je m'en fous. C'est mes citoyens, ils veulent savoir. Tu me trouves où ce qu'il est? J'ai rassure. Il me rappelle, il dit OK, il est au poste de police, puis il s'en occupe. OK, merci. Au niveau de la gestion de tout ça, ça a-tu été une couple de jours sans dormir ou à peu près, à tout surveiller, puis à essayer de prendre les feedbacks des citoyens, des commerçants et tout ça? C'était anxiogène. Oui. Je dors bien en général. J'ai continué à bien dormir. OK. Mais je me couchais tard, mais je me levais de bonne heure. C'est-à-dire que tu prends... Tu sais que c'est ta fonction. Les gens t'ont élu pour ça. Tu travailles pour ça. Tu t'en vas les voir. Tu te caches pas au 28e étage du G. Là. Tu t'en vas les voir. Tu essaies de comprendre ce qui se passe. Puis tu te dis, bon, comment je vais pouvoir aider après? C'est ça le job. T'as fait du mieux que tu peux, c'est tout. Pour un gouvernement souverainiste, qui était le gouvernement du Parti québécois, de voir que les images de Québec qui faisaient le tour du monde, c'était ces images-là, ça devait faire mal au cœur un peu. Oui, ça faisait mal au cœur. C'était une magnifique occasion de perdu. Puis c'était aussi se faire rappeler à quel point on n'a pas de contrôle quand le fédéral se mêle de notre relation avec ça a été vos lignes. Les internationales. Non. Non, c'est pas nos lignes. C'est la vérité. J'ai vécu, moi, tu sais, comme ministre de la Culture, là, je me suis promené à travers le monde pour l'adoption de la Convention sur la diversité culturelle. Si tu savais ce que j'ai vécu comme humiliation, parfois. Comment ça? Devant tout le monde. Hey, regarde, une fois, là, on avait une rencontre des ministres de la Culture. On devait être 40 pays ensemble. Le Québec avait obtenu sa place grâce à un coup de gueule de Louise Baudouin qui avait dit on va y aller. Ouais, elle faisait ça une fois de temps en temps. C'était bien, je l'aime bien. Vous étiez une couple de même. Mais on était là parce que le Canada voulait qu'on soit là. On va dire, OK, on va y aller, mais parce que c'était l'UDA à l'époque, c'était le Québec qui menait la bataille. On va dire, on va y aller, mais on va avoir le droit de parole. Bien, avant moi, là, il y avait des ministres africains qui pouvaient parler une demi-heure. Là, moi, ils m'ont dit, tu as droit à 5 minutes. OK? Ben, moi, je laisse faire. C'est moi qui ai le micro. Mais l'ambassadeur canadien s'est levé debout à côté de moi. Puis après 5 minutes, il tapait sur sa montre. Ouf. Debout. Il tapait sur sa montre. C'était humiliant. Mais c'est ça, la relation. C'est ça qui est difficile. C'est juste un fossé entre... Parce qu'on a déjà parlé ensemble, dans un autre podcast d'ailleurs, de la rivalité entre des ministres de Québec et des ministres de Montréal. Est-ce que c'est juste le même genre de rivalité, mais à un étage encore plus haut? C'est important pour quelqu'un qui travaille pour Ottawa de faire sentir petits les représentants des provinces ou... Vous avez l'impression que dans ce genre de relation-là, le Québec a vraiment un traitement de défaveur par rapport à, je sais pas moi, l'Ontario, l'Alberta, la Saskatchewan? C'est pas un traitement de défaveur par rapport à d'autres. C'est que le Canada existe en soi et veut avoir une image unitaire. C'est un pays. Alors, c'est normal que comme pays, ils veulent avoir une image unitaire. Oui. Nous, on est des Québécois souverainistes. Donc, comme gouvernement, on tient à ce que la nation québécoise, qui est connue à travers le monde,
Hein? On n'est pas des trous de pique à travers le monde. Là. Ils savent qu'on a élaboré la Convention sur la diversité culturelle. Tu vas en Haïti, ils savent que c'est le Québec qui est proche d'Haïti. Tu vas au Vietnam, ils savent que c'est nous qui avons recueilli des boat people. Tu sais, on a une stature internationale qui existe. C'est pas une grosse stature, mais on existe. Or, c'est normal que le Canada ne veuille pas que le Québec existe parce que ça défait un peu son image. Et parce qu'évidemment, ils veulent pas que le Québec se sépare. C'est normal. C'est un pays. Mais nous, c'est normal. On est une nation. Et pour nous, quand on est au gouvernement, on veut l'amener à être un pays. C'est normal. Tout ça, c'est des réflexes normaux. Nous autres, ça nous a impressionnés de voir l'avion présidentiel atterrir à l'aéroport, puis tout le dispositif de sécurité. Quand on est dans le jeu de la politique, puis quand on fait de la politique, puis qu'on voit tout ça à Québec, ça impressionne-tu? Ou ça nous rend cyniques, je sais pas. Non. Pas cynique. C'est impressionnant de voir le déploiement. Tu dis, c'est vraiment quelqu'un qui est en danger. Le déploiement sécuritaire. Puis je me souviens très bien des voir avec leur... je regardais tout de suite le réflexe que j'ai eu, c'est, a-t-il un gilet pare-balles? Mm-hmm. Oui. En descendant de l'avion, ils ont leur gilet pare-balles. Puis ça, c'était avant le 11 septembre, là. C'était avant le 11 septembre. C'était 10 ans avant. Donc, il y a vraiment l'obsession sécuritaire. Elle est là, elle est omniprésente, puis nous, on ne vit pas ça. Même si, contrairement, les ministres fédéraux n'ont pas de garde du corps. Nous, on a des gardes du corps. Parce qu'ici, il y a eu Denis Lortie, il y a eu Pierre Laporte, il y a eu la FLQ. Donc, on a vécu des incidents de violence. On sait que ça peut exister. Mais à ce niveau-là, c'est très impressionnant. De voir que pendant 3 jours, il y a eu ces manifestations de violence-là, il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment contrôler puis qu'on ne peut pas vraiment prévoir. Dans ce cas-là précis, on savait que ça s'en venait, puis on a ajouté de l'huile sur le feu au lieu d'essayer de le calmer. Moi, j'ai l'impression qu'un événement comme celui-là qui se déroule en 2025, on peut plus faire ça de la même façon, mais plus du tout. Puis tout le monde va le reconnaître, de la GRC à la SQ, aux policiers de la Ville de Québec. On se retrouve dans les mêmes circonstances. Bon, ce serait un peu amusant de penser que Donald Trump pourrait venir à Québec, débarquer de l'avion, puis ainsi de suite, mais... moi, j'ai l'impression que les choses seraient faites de façon radicalement différente. Moi, je pense qu'il ne viendrait tout simplement plus d'un centre-ville urbanisé. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Là, c'est impossible. S'il venait... il y aurait une sécurisation, mais pas à ce point-là. Pas une clôture de 9 pieds de haut et de 4 kilomètres de long. Là. Imaginez ce que ça fait comme impact dans une ville. Tu n'empêches pas une ville de vivre parce qu'un dirigeant vient dans un endroit. Ça se peut pas, là. Est-ce que ça a pris le 400e anniversaire de la Ville de Québec pour laver un peu les souvenirs du Sommet des Amériques, puis peut-être recommencer à avoir une image de marque un peu plus positive? Je pose la question, je sais pas. Là, on est en 2008, donc on est quelques années plus tard. Est-ce que ça a marqué à ce point-là? Au niveau de la façon de gérer les populations, les attroupements, oui, ça a marqué très, très longtemps, très fort. Mais ça a été positif. C'est-à-dire que ça a amené des meilleures manières de faire. 2008, c'est tout à coup le magnifique travail qui a été fait pour redonner confiance et fierté à la ville. Ça nous a fait du bien, nous autres, les citoyens, ça, c'est sûr. Pour une fois, l'image de marque de Québec était une image qui nous ressemble. Bonne, débonnaire, belle, une belle ville, agréable à vivre, qui est fière de son histoire. Tu sais, ça, enfin, on en parlait sur le bon côté. Je vais dire une phrase probablement niaiseuse dans les circonstances, mais puis ça prend peut-être un peu de recul, là, mais en 2001, quand je repense au Sommet des Amériques puis je regarde les images, c'est une phrase typiquement québécoise, là, mais tu regardes ça et tu te dis, ça c'est pas de même qu'on reçoit le monde, ça. Pour vrai. Oui, le problème, c'est qu'on recevait pas. C'est pas nous autres qui recevaient. C'est ça le problème. Mais au départ, c'est vrai. Je veux pas en faire une guerre fédérale provinciale. C'est une guerre de compréhension de la manière dont cette population, cette nation se gouverne et à quel point on est habitué à gérer les manifestations à Québec. On a une Assemblée nationale. Hey, j'en vois passer des camions dans une année, moi, pour des manifs ou des manifs au coin de la rue, là. C'est sûr qu'il y avait plus de violence à cause des Black Blocs.
mais c'est pas toute la population qui méritait d'être punie pour ça. Est-ce qu'on aurait... Moi, c'est quelque chose que je dénonce constamment, puis j'ai l'impression que vous avez toujours été une politicienne très près de votre monde, puis on a eu l'opportunité d'en parler à quelques reprises dans plusieurs dossiers. J'ai l'impression qu'en politique, trop souvent maintenant, ça part d'en haut puis ça va jusqu'en bas. Donc, c'est le premier ministre avec son entourage qui colle les shots. Puis après ça, les autres, ben, ils passent le message à la population que c'est les décisions qu'on prend, c'est les orientations qu'on prend, et ainsi de suite. Moi, je rêverais que ça se fasse plus dans l'autre sens. Est-ce qu'on se serait aidé au sommet des Amériques si on avait d'abord parlé avec, je sais pas moi, les policiers et la Ville de Québec pour établir... Qu'est-ce qu'on fait? De quelle façon? Comment vous fonctionnez, vous autres, d'habitude ici? Quand il y a eu les émeutes à Saint-Jean, puis ainsi de suite, parlez d'abord aux gens qui connaissent le coin. Définitivement. La pyramide inversée, dans le fond. La pyramide inversée, quand c'est en matière de décision politique, c'est très important de s'en rappeler. Mm-hmm. Moi, je vais te donner un exemple en santé. Oui. Toute la littérature internationale dit que plus tu te rapproches de la personne... Plus tu rapproches le décideur de la personne qui reçoit le soin, plus tu as des chances de réussite. Mm-hmm. Actuellement, on a fait le contraire depuis plusieurs mandats. On a rajouté des étages, puis oui. Pas juste la CAQ, là. Mm-hmm. Plusieurs mandats. Tout le monde est coupable. Ouais. Mais on a éloigné les décisions, on a enlevé l'esprit d'initiative. Et c'est ça le problème, c'est que quand tu n'as plus d'esprit d'initiative dans des systèmes, ben, quand tu es trop standardisé... C'est une machine, c'est une boîte. C'est une boîte. Or là, ici, on a standardisé des manières qui n'étaient pas celles de la Ville de Québec, qui étaient celles qu'on aurait probablement, qui auraient été le mieux adaptées. On les a standardisées d'après ce qui se passait dans le monde. C'était pas une bonne idée. C'est quand même étonnant parce que le maire Lallier, c'était un maire qui avait du caractère. Oui, mais c'était Jean Chrétien qui recevait... il voulait c'était au-dessus de sa tête. Ah oui, c'était au-dessus de sa tête. Totalement. Et regarde, le ministre de la Sécurité publique, Serge Ménard, est un gars très respecté, très fort, puis apprécié des fédéraux. Là. C'était pas un deux de pique, puis c'était un gars intelligent. Puis il était parfois découragé de comment il n'arrivait pas à restreindre les forces de la GRC. Là. Eux autres, ils étaient dans un combat international contre les Black Blocs. Wow. Vous aviez l'impression d'assister à un 7e match alors que vous n'aviez pas vu les 6 premiers. Là. Ah, c'est bon ça, oui. Exactement. Agnès Maltais, merci beaucoup d'être venue partager vos souvenirs. C'est toujours le fun. Plaisir, même si c'est pas l'événement le plus heureux, non. C'est quand même quelque chose qui a marqué la ville. Parlons du devoir de mémoire en terminant. Vous voyez ça comment? Moi, c'est quelque chose qui me frappe depuis le début de ces conversations-là. Puis oui, c'est pas nécessairement des belles pages. Et l'humain veut continuer à vivre, continuer à se sentir en sécurité. Fait que je comprends un peu le réflexe de base de vouloir oublier ces événements-là. L'attentat de la mosquée, Denis Lortie, le sommet des Amériques, peut-être pas à la même échelle, mais c'est quand même un événement qui a marqué les consciences. Comment vous voyez ça en tant qu'humaine d'abord? Le devoir de mémoire par rapport à des événements comme ça, tragiques, qui marquent le psyché d'une ville? Ben, pour bien comprendre comment tu vis, comment tu réagis, il faut comprendre ce qui s'est passé avant toi, puis la façon dont a été menée la vie de tes prédécesseurs. Tu sais, dans ce cas-là, quand on parle du sommet des Amériques, on comprend la gestion des foules maintenant à la Ville de Québec, où on comprend pourquoi les grandes négociations internationales maintenant se passent plus rapidement ou dans des endroits plus isolés. Mm-hmm. Tu comprends la face. C'est important pour se comprendre puis pour prévoir l'avenir. Si quelqu'un, tout à coup... imaginons qu'on a un gouvernement très, très, très à droite qui dit, bon, ben là, il faut revenir à des mesures de contrôle plus coercitives et tout. Il va y avoir des mains qui vont se lever, qui vont dire c'est parce que ça ne marche pas. Rappelez-vous, on l'a fait. On l'a déjà essayé, on l'a déjà fait. Donc, le devoir de mémoire, c'est le devoir c'est nécessaire pour comprendre son univers, pour comprendre son environnement. Madame Maltais, merci beaucoup. Ah, mais c'était toujours un plaisir. Ouais, on va se trouver des raisons de se réinviter, c'est sûr.